ce 16e jour du mois d'août, à 3h05 de l'après-midi, sortant du lycée où j'étais allée suivre un cours de vacances pour cancre en arithmétique, je vis un attroupement. À l'affût de m'intéresser et de jouir de la vie, de ma vie qui venait de commencer, je m'approchais. C'était un camelot qui, devant sa table pliante, démontrait avec feu les mérites de son bâton détacheur. Fort animé et me forgeant déjà 1000 félicités de connaissances nouvelles, je m'avançais pour mieux entendre et contempler et admirer le blond camelot aux fines moustaches. J'étais très fort en admiration en ce temps de mon enfance. Comme j'étais heureux de l'entendre, ce séducteur, de rire avec les badauds, de partager, de participer, d'en être. À chaque plaisanterie de ce cher camelot si spirituel, je regardais mes voisins pour rencontrer leurs yeux, pour me réjouir avec eux, pour être en union d'émerveillement. Comme il parlait bien, et comme je l'admirais, et combien le merveilleux langage français était plaisant au petit étranger arrivé à 5 ans de son île grecque et qui le parlait encore si mal. Extasié, physiquement charmé, j'écoutais l'enchanteur. Je le contemplais avec une foi de petit chien. Je croyais en lui et je l'aimais. Ainsi étais-je. Ainsi était le petit crétin aux boucles brunes, aux longs cils recourbés. Quand, de son bâton de miracle, le magicien faisait disparaître une tache, je regardais à nouveau mes voisins pour m'assurer de leur contentement, pour être en admiration de leur confiance. J'étais heureux. Je souriais au camelot. J'étais fière de lui, fière de sa compétence, fière de son accent parisien. Et je l'aimais. J'avais 3 francs dans ma poche, cadeau de ma mère en ce jour d'anniversaire. Je décidai d'en consacrer la moitié à l'achat de 3 bâtons détacheurs. Ainsi, le camelot m'estimerait, me trouverait intéressant, et je pourrais rester longtemps à l'écouter du droit d'un client sérieux. Et puis, maman serait si contente, jamais plus de tâches. Le cœur battant, tout ému de l'important achat qui allait me valoir la considération des badauds et l'amitié du camelot, je mis la main dans la poche de mon costume marin pour en tirer la grande somme. Et j'aspirais largement pour avoir le courage de m'avancer et de réclamer les 3 bâtons. Mais alors, rencontrant mon sourire de 10 ans, sourire d'amour, le camelot s'arrêta de discourir et de frotter, scruta silencieusement mon visage, sourit à son tour, et j'eus peur. Son sourire venait de découvrir 2 longues canines, et un paquet de sang afflua sous ma poitrine à hauteur du sternum, avec le choc d'un coup contre ma gorge, sous son regard bleu pâle et son index qui me désignait. Je transpirais et de panique, j'humectais mes lèvres. « Toi, t'es un youpin, hein ?» me dit le blond camelot que j'étais allée écouter avec foi et tendresse en sortant du lycée. « T'es un sale youpin, hein ? Je vois ça à ta gueule. Tu manges pas le cochon, hein. Vu que les cochons, ils se mangent pas entre eux, hein. T'es avare, hein. Je vois ça à ta gueule. Tu bouffes les louis d'or, hein. T'aimes mieux ça que les bonbons, hein. T'es encore un Français à la manque, hein. Je vois ça à ta gueule. T'es un sale juif, hein. Ton père, il est de la finance internationale. Tu viens manger le pain des Français. Messieurs, dames, je vous démontre un petit
Un petit d'outre pur sang, garantie de la confrérie du sécateur, raccourci où il faut. Je les reconnais du premier coup, j'ai l'œil américain, moi. Eh ben nous, on n'aime pas les juifs ici, c'est une sale race, c'est tous des espions vendus à l'Allemagne, sont mauvais comme la gale, des sangsues du pauvre monde, ça roule sur l'or et ça fume des gros cigares, pendant que nous, on se tient la ceinture. Pas vrai, monsieur, dame? Tu peux filer, t'as rien à faire ici, t'es pas chez toi ici, c'est pas ton pays ici, t'as rien à faire chez nous. Allez, file, débarrasse le plancher, va un peu voir à Jérusalem si j'y suis. Ainsi me dit le blond camelot aux fines moustaches, dont je m'étais approchée avec foi et tendresse en ce jour de mes 10 ans, d'avance ravie d'écouter le gentil langage français dont j'étais enthousiaste, crétinement d'avance ravie d'acheter les 3 bâtons détacheurs pour me faire bien voir du camelot, pour lui plaire, pour en être aimé, pour avoir le droit de rester, pour participer, pour aimer et être aimé. Oh, honte encore à l'heure où j'écris. Et c'est un aveu qui me coûte. Je fis un regard suppliant à mon bourreau qui me déshonorait. Et je tâchais de me fabriquer un sourire pour l'apitoyer. Un sourire faible, un sourire malade, un sourire juif trop doux et qui voulait désarmer par sa tendresse et sa féminité. Un sourire d'immédiate réaction que je tentais ensuite de transformer et de faire complice et plaisantin, genre « Oui, c'est une bonne plaisanterie, mais je sais que ce n'est pas sérieux et que vous voulez rire et qu'en réalité, on est de bons amis. » Un espoir fou d'enfant tout seul et sans défense. Il va avoir pitié et il me dira que c'était pour rire. Mais mon bourreau fut impitoyable, et je revois son sourire carnassier aux longues canines, rictus de jouissance. Je revois son doigt tendu qui m'ordonnait de partir, tandis que les badauds s'écartaient pour laisser passer le petit lépreux expulsé avec des rires approbateurs. Et j'obéis, la tête basse. J'obéis et je partis, gardant mon lamentable sourire tremblant, sourire d'offense et d'humiliation. Et je suis partie entre les 2 rangs de la petite foule rigolarde. Quelques minutes auparavant, je m'étais avancée à la table du camelot avec un sourire d'enfant. Et je repartais maintenant avec un sourire de bossu. Je m'étais avancée en offrant les roses de mon cœur et on m'avait jeté au visage, à mon visage confiant et neuf, un paquet d'immondices. Et je suis partie, éternelle minorité, le dos soudain courbé, avec sur la lèvre une habitude de sourire. Je suis partie à jamais bannie de la famille humaine, sangsue du pauvre monde et mauvais comme la gale. Je suis partie sous les rires approbateurs de la majorité satisfaite, braves gens qui s'aimaient de détester ensemble, niaisement communiant en un ennemi commun, l'étranger. Je suis partie, gardant mon sourire, affreux sourire tremblé, sourire de la honte. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Alors au départ, j'étais partie pour vous parler tout à fait d'autre chose. Je voulais vous parler d'amour parce que les temps sont quand même assez troublés.
et qu'on est dans la douceur de l'été. Et puis, en cherchant mes textes, en lisant beaucoup de textes, je suis tombée sur une phrase de Christian Bobin. L'expérience de l'humiliation est comme celle de l'amour, inoubliable. Inoubliable comme l'a vécu Albert Cohen, qui a écrit le texte que vous venez d'entendre, quasi 70 ans après avoir été foudroyé par le blond camelot sur la Canebière. Inoubliable, mais aussi spécifiquement humaine. On partage avec les animaux quelques tares comme la férocité, la cruauté, mais pas l'humiliation. Cette humiliation qui est également universelle. Et dans certaines civilisations, notamment asiatiques, perdre la face est une épreuve particulièrement violente. C'est ce qu'a pu expérimenter Amélie Nothomb, fervente admiratrice du Japon. Elle y passe ses premières années et y revient bien plus tard pour effectuer un stage dans une grande entreprise de Tokyo. À cette occasion, elle va commettre un certain nombre de boulettes dans cette société très hiérarchisée et au code particulièrement hermétique pour une occidentale. Un beau jour, nous entendîmes au loin le tonnerre dans la montagne. C'était monsieur Omoshi qui hurlait. Le grondement se rapprocha. Déjà, nous nous observions avec appréhension. La porte de la section comptabilité céda comme un barrage vétuste sous la pression de la masse de chair du vice-président qui déboula parmi nous. Il s'arrêta au milieu de la pièce et cria d'une voix d'ogre réclamant son déjeuner. « Fubuki-san » Et nous sûmes qui serait immolé en sacrifice à l'appétit d'idole carthaginoise de l'obèse. Aux quelques secondes de soulagement éprouvé par ceux qui étaient provisoirement épargnés, succéda un frisson collectif de sincère empathie. Aussitôt, ma supérieure s'était levée et raidie. Superbe de terreur contenue, elle attendait son sort. Un instant, je crus qu'Omoshi allait sortir un sabre caché entre deux bourrelets et lui trancher la tête. Si cette dernière tombait vers moi, je l'attraperais et je la chérirais jusqu'à la fin de mes jours. Mais non, me raisonnai-je, ce sont des méthodes d'un autre âge. Il va faire comme d'habitude, la convoquer dans son bureau et lui passer le savon du siècle. Il fit bien pire. Était-il d'humeur plus sadique que d'ordinaire, ou était-ce parce que sa victime était une femme, a fortiori une très belle jeune femme? Ce ne fut pas dans son bureau qu'il lui passa le savon du millénaire, mais sur place, devant la quarantaine de membres de la section comptabilité. On ne peut imaginer sort plus humiliant pour n'importe quel humain, à plus forte raison pour n'importe quel nippon, à plus forte raison pour l'orgueilleuse et sublime mademoiselle Mori, que cette destitution publique. Le monstre voulait qu'elle perdît la face, c'était clair. Il s'approcha lentement d'elle, comme pour savourer à l'avance l'emprise de son pouvoir destructeur. Fubuki ne remuait pas un cil. Elle était plus splendide que jamais. Puis, les lèvres empâtées se mirent à remuer, et il en sortit une salve de hurlements qui ne connut plus de fin. Les Tokyoïtes ont tendance à parler à une vitesse supersonique, surtout quand ils engueulent. En l'occurrence, même si la langue japonaise m'avait été étrangère, j'aurais saisi ce qu'il se passait. On était en train d'infliger un sort indigne à un être humain, et ce, à 3 mètres de moi.
C'était un spectacle abominable. Et j'aurais donné cher pour qu'il cessât. Mais il ne cessait pas. Le grondement qui sortait du ventre du tortionnaire semblait intarissable. Quel crime avait pu commettre Fubuki pour mériter pareil châtiment? Je ne le sus jamais. Sans doute étais-je naïve de me demander en quoi avait consisté la faute de mon supérieur. Le cas le plus probable était qu'elle n'avait rien à se reprocher. Monsieur Omoshi était le chef. Il avait bien le droit, s'il le désirait, de venir passer ses instincts sadiques sur cette fille aux allures de mannequin. Il n'avait pas à se justifier. Je fus soudain frappée par l'idée que j'assistais à un épisode de la vie sexuelle du vice-président qui décidément méritait bien son titre. Avec un physique de son ampleur, était-il encore capable de coucher avec une femme? En compensation, son volume le rendait d'autant plus apte à gueuler, à faire trembler de ses cris la frêle silhouette de cette beauté. En vérité, il était en train de violer mademoiselle Maury. Et s'il se livrait à ses plus bas instincts devant 40 personnes, c'était pour ajouter à sa jouissance la volupté de l'exhibitionnisme. Cette explication était tellement juste que je vis ployer le corps de ma supérieure. Elle était pourtant une dure, un monument de fierté. Si son physique cédait, c'était bien la preuve qu'elle subissait un assaut d'ordre sexuel. Ses jambes l'abandonnèrent comme celles d'une amante éreintée. Elle tomba assise sur sa chaise. Si j'avais dû être l'interprète simultanée du discours de M. Omoshi, voici ce que j'aurais traduit. Oui, je pèse 150 kilos, et toi, 50. À nous deux, nous pesons 2 quintaux, et ça m'excite. Ma graisse me gêne dans mes mouvements, et j'aurais du mal à te faire jouir, mais grâce à ma masse, je peux te renverser, t'écraser, et j'adore ça, surtout devant ces crétins qui nous regardent. J'adore te voir souffrir dans ton orgueil, j'adore que tu n'aies pas le droit de te défendre, j'adore ce genre de viol. Je ne devais pas être la seule à avoir saisi la nature de ce qu'il se passait. Autour de moi, les collègues étaient en proie à un malaise profond. Autant que possible, ils détournaient les yeux et allaient cacher leur honte derrière l'écran de leur ordinateur. À présent, Fubuki était plié en deux. Ses maigres coudes reposaient sur son bureau. Ses 2 poings fermés retenaient son front. La mitraillette verbale du vice-président secouait son dos fragile à intervalles réguliers. Par bonheur, je ne fus pas assez stupide pour me laisser aller à ce qui, en pareille circonstance, eût été de l'ordre du réflexe, intervenir. Nul doute que cela eût aggravé le sort de l'immolé, sans parler du mien. Cependant, je ne pourrais prétendre être fière de ma sage abstention. L'honneur consiste le plus souvent à être idiot. Et ne vaut-il pas mieux se comporter comme une imbécile que se déshonorer? Aujourd'hui encore, je rougis de ne pas être intervenue. Quelqu'un aurait dû s'interposer. Et puisqu'aucun autre n'aurait pris le risque de le faire, c'est moi qui suis dû intervenir.
Sans doute, ma supérieure ne me l'eût jamais pardonné. Mais elle aurait eu tort. Le pire, n'était-il pas de nous comporter comme nous le faisions, d'assister sans broncher à ce spectacle dégradant? Le pire, ne résidait-il pas en notre soumission absolue à l'autorité? J'aurais dû chronométrer l'engueulade. Le monstre avait du coffre. Il me semblait même qu'avec la durée, ses cris gagnaient en intensité, ce qui prouvait, s'il en était encore besoin, la nature hormonale de la scène. Une éternité plus tard, soit que le monstre fût lassé de son jouet, ou que ce tonifiant exercice lui eût donné faim pour un double sandwich futon mayonnaise, il s'en alla. Silence de mort dans la section comptabilité. À part moi, personne n'osait regarder la victime. Celle-ci resta prostrée quelques minutes. Quand elle eut le courage de se lever, elle fila sans prononcer un mot. Je n'eus aucune hésitation quant à l'endroit où elle avait couru. Où vont les femmes violées? Là où de l'eau coule, là où l'on peut vomir, là où il y a le moins de monde possible. Dans les bureaux de Yumimoto, l'endroit qui répondait le mieux à ses exigences était les toilettes. C'est là que je commis ma gaffe. Mon sang ne fit qu'un tour. Il fallait que j'aille la réconforter. J'eus beau tâcher de me raisonner en pensant aux humiliations qu'elle m'avait infligées, aux injures qu'elle m'avait jetées au visage. Ma ridicule compassion eut le dessus. Ridicule, je confirme. Quant à agir en dépit du bon sens, j'aurais été 100 fois mieux inspirée de m'interposer entre Omoshi et ma supérieure. Au moins, c'eût été courageux. Alors que là, ma réaction finale fut simplement gentille et bête. Je courus aux toilettes. Elle était en train de pleurer devant un lavabo. Je pense qu'elle ne me vit pas entrer, malheureusement. Elle m'entendit lui dire « Fubuki, je suis désolée, je suis de tout cœur avec vous, je suis avec vous. » Et déjà, je m'avançai vers elle, lui tendant un bras vibrant de compassion, quand je vis son regard se tourner vers moi, éberlué de colère. Sa voix, méconnaissable de fureur pathologique, me rugit. « Comment osez-vous? Comment osez-vous » Je ne devais pas être d'humeur particulièrement intelligente, puisque j'entrepris de lui expliquer. Je ne voulais pas vous importuner, je voulais seulement vous dire mon amitié au paroxysme de la haine. Elle rejeta mon bras comme un tourniquet et me cria « Voulez-vous vous taire? Voulez-vous partir ?» Manifestement, je ne le voulais pas, puisque je restais plantée là, interdite. Elle marcha vers moi, avec Hiroshima dans l'œil droit, Nagasaki dans l'œil gauche. J'ai une certitude, c'est que si elle avait eu le droit de me tuer, elle l'aurait fait sans hésiter. Je compris enfin ce que je devais faire. Je dégarpis. Soit parfaite, si je puis dire, il y a un élément essentiel. Un public. Une troisième personne qui regarde et qui entend. Et si ce témoin, il y a donc le persécuteur, le persécuté, voire
plus souvent peut-être la persécutée, mais on ne rentrera pas dans ce débat, et le témoin. Et si ce témoin ne veut pas être complice du bourreau, comment peut-il faire pour ne pas être à son tour humiliant et redonner de la dignité à la victime? C'est ce que Robbie, un ami cher d'Oscar Wilde, va arriver à faire. Alors, pour resituer, Oscar Wilde est un célèbre écrivain irlandais de la fin du XIXe siècle, comme chacun sait, qui, au fait de sa gloire, va connaître une descente vertigineuse en enfer après avoir été condamné aux travaux forcés pour le motif d'homosexualité. Et du fond de sa prison, voici ce qu'il écrit. Un lieu où règne la douleur est terre sainte. On comprendra un jour ce que cela veut dire. Jusque-là, on ne saura rien de la vie. Robbie et des natures comme la sienne peuvent le concevoir. Quand, de ma prison, on m'amena entre deux policiers devant le tribunal des faillites, Robbie attendait dans le sinistre et long couloir afin de pouvoir, devant toute la foule, qu'un geste si simple et si charmant réduisit au silence, soulever gravement son chapeau. Pendant que, menottes aux mains et tête basse, je passais devant lui. Des hommes sont allés au ciel pour de moindres actes que celui-ci. C'est dans cet esprit et avec pareil amour que s'agenouillaient les saints pour laver les pieds des pauvres ou s'inclinaient pour baiser la joue d'un lépreux. Je ne lui ai jamais soufflé mot de ce qu'il avait fait. Jusqu'à présent, j'ignore s'il sait que j'ai eu conscience de son geste. Ce n'est pas là une chose pour laquelle on puisse exprimer des remerciements conventionnels avec des mots conventionnels. Je la conserve dans le sanctuaire de mon cœur. Je la garde là comme une dette secrète que je suis heureux de le penser. Je ne pourrai jamais payer. Elle est embaumée, et la myrrhe et l'encens de maintes larmes en perpétuent le parfum. Alors que la sagesse ne m'était d'aucun secours, que la philosophie demeurait stérile, que les phrases et les sentences de ceux qui cherchaient à me consoler me laissaient dans la bouche un goût de cendre, le souvenir de ce petit geste d'amour, silencieux et charmant, a décelé pour moi le puits de la pitié, a fait fleurir le désert comme une rose, m'a arraché à l'amertume de la solitude et de l'exil pour me mettre en harmonie avec le grand cœur blessé du monde. Que faire de l'humiliation? On peut l'enfouir au fond de soi, ne pas en parler parce qu'on en a honte, parce que ce serait s'humilier à nouveau. On peut en garder du ressentiment et la retourner en violence envers soi-même ou envers les autres, avec parfois une intensité qui peut paraître complètement disproportionnée par rapport à l'injure subie, et parfois des années plus tard. Et puis, on peut en faire aussi
tout à fait autre chose. Et c'est ce qu'on va voir avec Etty Hillesum. Etty Hillesum est une jeune Hollandaise qui a tenu son journal pendant la Seconde Guerre mondiale, un journal qui a été retrouvé plus de 40 ans plus tard. Samedi soir, minuit et demi. Pour humilier, il faut être deux. Celui qui humilie et celui qu'on veut humilier. Mais surtout, celui qui veut bien se laisser humilier. Si ce dernier fait défaut, en d'autres termes, si la partie passive est immunisée contre toute forme d'humiliation, les humiliations infligées s'évanouissent en fumée. Ce qui reste, ce sont des mesures vexatoires qui bouleversent la vie quotidienne, mais pas cette humiliation ou cette oppression qui accable l'âme. Ce matin, en longeant à bicyclette le stade Roncade, je m'enchantais du vaste horizon que l'on découvre aux lisières de la ville. Et je respirais l'air frais que l'on ne nous a pas encore rationné. Partout, des pancartes interdisaient aux Juifs les petits chemins menant dans la nature. Mais au-dessus de ce bout de route qui nous est encore ouvert, le ciel s'étale tout entier. On ne peut rien nous faire, vraiment rien. On peut nous rendre la vie assez dure, nous dépouiller de certains biens matériels, nous enlever une certaine forme de liberté toute extérieure. Mais c'est nous-mêmes qui nous dépouillons de nos meilleures forces par une attitude psychologique désastreuse. En nous sentant persécutés, humiliés, opprimés, en éprouvant de la haine, en crânant pour cacher notre peur. On a bien le droit de se sentir blessé et triste, voire abattu de temps en temps par ce qu'on nous fait subir. C'est humain et c'est compréhensible. Mais la vraie spoliation, c'est nous-mêmes qui nous l'infligeons. Je trouve la vie belle et je me sens libre. En moi, des cieux se déploient, aussi vastes que le firmament. Je crois en Dieu et je crois en l'homme. Je le dis sans fausse honte. La vie est difficile, mais ce n'est pas grave. Il faut commencer à prendre au sérieux notre propre sérieux. Le reste vient de soi-même. Travailler à soi-même, ce n'est pas faire preuve de quelque chose de morbide. Si la paix s'installe un jour, elle ne pourra être authentique que si chacun fait la paix en soi-même, extirpe tout sentiment de haine pour quelque peuple ou quelque race que ce soit, ou domine cette haine et la transforme peut-être même en amour à la longue. En tous les cas, c'est la seule solution. Je pourrais continuer des pages entières. Ce petit morceau d'éternité qu'on porte en soi, on peut l'épuiser en un mot, tout aussi bien qu'en 10 gros traités. Je suis une femme heureuse. Et je chante les louanges de cette vie. Oui, vous avez bien entendu. En l'an de grâce 1942, la énième année de guerre. Bon, il n'est quand même pas Etty Hillesum qui veut, il y a du lourd. Pour ma
part, je la trouve particulièrement impressionnante d'arriver à sublimer des épreuves particulièrement terribles. Et pour nous décomplexer, j'invite Primo Levi, rescapé des camps, qui nous dit ceci. Personne ne peut savoir combien de temps et à quelles épreuves son âme pourra résister avant de se briser ou de céder. Tout être humain possède une réserve de force dont il ignore la mesure. Elle peut être grande, petite ou nulle, et seules les extrémités de l'adversité lui permettent de l'évaluer. Il nous arrive souvent, à nous qui sommes revenus et qui racontons notre histoire, que l'interlocuteur nous dise « Moi, à ta place, je n'aurais pas résisté un seul jour. » Cette affirmation n'a pas de sens rigoureux. On n'est jamais à la place d'un autre. Chaque individu est un sujet tellement complexe qu'il serait vain de prétendre en prévoir le comportement, davantage encore dans des situations d'exception. Et il n'est même pas possible de prévoir son propre comportement. Alors moi, ce qui m'étonne, c'est que on cherche d'ordinaire à compenser les injustices, on s'indigne, on veut réduire les inégalités, et puis on laisse quand même, en règle générale, prospérer l'humiliation, malgré les ravages qu'elle peut faire, que ce soit à titre individuel ou même à l'échelle d'un pays. Et on s'aperçoit que bon nombre de guerres en trouvent leur origine. L'expérience de l'humiliation, c'est une souffrance qui s'enracine et qui nous empoisonne. Elle peut ainsi traverser tous les âges de la vie, voire toute la vie. Et si elle est inoubliable, peut-on en guérir ? Un vieux rabbin new-yorkais était venu à Vienne pour parler de la tradition, dans un grand amphithéâtre à l'université. À un moment dans la conversation, une femme lui demanda pour quelle raison il avait mis tant d'années à revenir à Vienne, dans sa ville natale. Voici la réponse qu'il lui apporta. Je suis un très vieil homme et je vais bientôt faire le passage. Et je me suis demandé dans la profondeur de mon être, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider ce monde comme il va? Qu'est-ce que je pourrais encore faire de ces jours qu'il me reste à vivre? Et la réponse est venue fulgurante. Ne laisse aucune trace de ta souffrance sur terre si tu veux vraiment faire quelque chose pour ce monde. Alors je me suis dit, mais toute ma vie, j'ai essayé de transmuer cette souffrance de la dernière guerre en énergie de vie. Et puis soudain, une mémoire est montée. Lorsque j'avais 12-13 ans, j'ai été prise à partie par de jeunes nazis qui m'ont jeté des pierres et m'ont laissé pour mort sous un pont de la ville. Alors ce matin, savez-vous ce que j'ai fait, madame? Avant que la vie ne commence dans cette ville, je me suis rendue sur ce pont et je suis allée retrouver l'enfant que j'étais.
Il était là. Il m'attendait. Et je l'ai pris par la main. Et je le ramène. Et ainsi, dans cette ville et sur cette terre, il n'y a plus aucune trace de la souffrance du vieux Rabbi Charter.